Bonus. Trax. Quelle est la meilleure arme de l'humanité? Les machines divines de l'Adeptus Mechanicus? Non. Les légions de l'Astartes? Pas davantage. Le char? Le fusil? Le poing? 3 fois non. Le courage et le courage seul les surpassent tous, disait le seigneur solaire Macaeus. Et il en faut du courage pour combattre dans les rangs de la garde impériale. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons rendre hommage à ces régiments les plus célèbres. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Landrider. Comme le veut l'expression consacrée, c'est un épisode un peu spécial puisqu'il fait suite au numéro 37 qui était déjà consacré à la garde impériale ou Astra Militarum, que vous étiez nombreux à attendre et qui vous a vraisemblablement bien plu, mais un peu laissé sur votre faim. Et si je dois être tout à fait honnête avec vous, eh bien il m'a moi aussi laissé sur ma faim. Donc si l'épisode précédent était une introduction générale à la garde impériale en tant que concept et aussi en tant que gamme de figurines, celui-ci va plus volontiers rentrer dans le détail en vous présentant pas moins de 15 régiments pour que vous puissiez avoir un aperçu plus complet encore de la richesse du lore, mais aussi des possibilités de modélisme offertes par l'Astra Militarum. Alors voilà comment ça va se passer. Déjà, n'oubliez pas d'avoir écouté l'épisode 37 parce qu'on va faire référence à plusieurs de ces concepts. Et ensuite, on va passer en revue un certain nombre de régiments, 15 donc, en vous parlant de leur fluff et des armées de rêve qu'il peut inspirer. J'emprunte d'ailleurs à Planet Wargame ce concept d'armée de rêve pour réenchanter Warhammer parce que je trouve que c'est un format qui est super amusant. C'est très créatif de mon côté d'imaginer des potentielles armées et je trouve que c'est un superbe moyen d'explorer toutes les facettes du hobby, le temps de quelques phrases. Mais avant ça, on se permettra quand même une petite hot take, à la fois sérieuse et insolente, un petit commentaire quant à la réputation du dit régiment. Il y aura donc des régiments surcotés, des régiments sous-cotés, et j'espère aussi des cotés, mais rappelez-vous, quand on est un fan de la garde impériale, on aime un peu tous les régiments, et finalement, nos préférences ne sont jamais qu'un écho des rivalités qui animent ces différentes armées et les amènent à se dépasser au service de l'empereur. Vous êtes prêts? On y va. Et on commence tout seigneur, tout honneur par les Cadiens, les régiments originaires de Cadia. Alors, sur place, on dit qu'à partir de 8 ans, tout Cadien sait monter et démonter un fusil laser, peut-être même les yeux fermés. Placé face à l'œil de la terreur, Cadia est un monde forteresse entièrement tourné vers la guerre, si bien organisé qu'il inspire la formation de milliers d'autres régiments à travers la galaxie qui s'inspirent de leurs méthodes, de leur équipement, etc. Seulement voilà, cette planète a été détruite. Vous le savez, depuis l'arrivée de la 8e édition de l'ère Indomitus, comme on l'appelle aujourd'hui, nous avons un nouveau lore, un nouveau fluff pour Cadia, qui présente des milliers de régiments qui sont apatrides, qui n'ont plus leur planète d'origine. Et donc on voit ces différents Cadiens se rassembler en différentes familles. Il y a ceux qui aimeraient venger Cadia, coûte que coûte, qui vont se lancer dans la bataille pour espérer emporter un maximum d'hérétiques avec eux. Il y en a d'autres qui sont complètement brisés, défaits par cette humiliation. Et il y en a d'autres qui décident d'aller de l'avant et qui vont, par exemple, renforcer leur régiment avec des recrues issus d'autres mondes pour pouvoir survivre. C'est super intéressant comme lore, même si ça peut paraître surprenant que le régiment qui est le plus représenté dans la gamme de figurines de l'Astra Militarum soit un régiment quelque part un petit peu disparu. D'ailleurs, je dis un régiment, il faudrait bien sûr parler, si vous avez écouté notre épisode 37, vous le savez déjà, de plusieurs régiments. Mais bref, effectivement, on apprend grâce à ce nouveau lore que les Cadiens finalement ne sont pas étrangers à la défaite et à d'autres humiliations comme la fusion de régiments entre eux ou l'intégration de troupes venues d'autres planètes. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant et vous allez le voir, ça va peut-être nous permettre de créer une armée de la garde impériale, pas comme les autres. Maintenant, qu'en est-il de la réputation de ces fameux Cadiens? J'aurais envie de les dire cotés, à surcotés.
Parce que on se la raconte un peu quand même hein, sur Cadia, on va pas se mentir, parce que on inspire la fondation, la formation, l'équipement, la doctrine d'autres régiments. Ok, certes, mais ça c'est peut-être plus une sorte d'excuse que Games Workshop nous a bricolé pour expliquer cette fameuse omniprésence des Cadiens dans la gamme Astra Militarum, mais d'un point de vue lore, il faut quand même rappeler qu'effectivement, la planète Cadia, elle n'existe plus beaucoup. L'œil de la Terreur, qui était cette faille dans la réalité par laquelle les troupes hérétiques perdues dans le Warp jaillissent et fondent sur l'Imperium, a été perdu, hein, au sens où maintenant il est libre d'accès pour ces fameuses troupes renégates. Et donc c'est quand même un petit peu embêtant. Hein. On imagine que les Cadiens ne sont pas vraiment fiers d'avoir échoué, même s'ils n'étaient bien évidemment pas seuls à combattre dans cette bataille. Donc voilà, on aurait un peu envie de leur dire que maintenant il faut apprendre un petit peu l'humilité, quitte à ce que ça soit fait à la dure. Maintenant, puisqu'on parle de dur, rappelons-nous qu'en V2, les Cadiens étaient particulièrement des gros durs. Parce que, effectivement, on parle souvent de troupes de choc cadiennes ou de Cadian Shock Troops en anglais. Et ce surnom qui avait été donné au régiment des gardes cadiens, eh bien, il vient de la deuxième édition où on apprenait qu'effectivement les Cadiens allaient dans l'œil de la terreur pour combattre les renégats et les repousser toujours plus loin dans le Warp. Ils menaient des raids extrêmement difficiles et compliqué pour protéger cet espace-là, cette partie-là de la galaxie. Donc c'était un petit peu des fifous quand même, on a du mal à s'imaginer des mecs qui se jettent dans l'enfer, c'était littéralement les ancêtres des Helldivers qui font tant parler d'eux sur nos PlayStation et PC depuis quelques mois, mais effectivement les Cadiens n'avaient pas peur de se mouiller pour défendre leur planète et les alentours, et ça m'inspire quand même le respect. Depuis le lore a un petit peu évolué et l'œil de la terreur est un lieu tellement étrange et le Warp une réalité tellement déformée qu'on n'imagine pas vraiment des régiments de la garde impériale débarquer au milieu de cet espace, pouvoir mener une guerre puis repartir. Ce serait peut-être même quelque chose que des Space Marines auraient du mal à faire. Donc on imagine bien que les pauvres Cadiens ont été plus ou moins réécrits et que Cadia a été transformé en un véritable monde forteresse, plutôt comment dirais-je, une institution militaire plus défensive. Mais quand même, c'est un petit écho que je trouvais sympa de mentionner dans cet épisode pour quand même redorer un petit peu leur blason. Maintenant, passons à l'armée de rêve que ces Cadiens pourraient nous offrir. Et puisqu'ils sont divisés, puisque ces régiments de Cadiens, certes vétérans de nombreux combats, sont éclatés à travers la galaxie, eh bien je me disais qu'il y avait peut-être l'opportunité de créer une armée avec beaucoup de Kazerkin. Alors qui sont les Kazerkin ? Ce sont l'élite des Cadiens. En fait, dans la langue cadienne, Kazer, ça veut dire forteresse, et en fait, Cadia est organisé en un réseau de forteresses, et les Kazerkin, ce sont les kin des Kazers, ce sont les gens des Kazers, et donc effectivement, ce sont des soldats d'élite qui sont recrutés parmi les autres régiments de la garde impériale de Cadia généralement, pour servir une sorte d'équivalent Warhammer 40 000 au commando. Ils sont spécialistes d'opérations en tout genre, c'est pour ça qu'ils ont fait leur réapparition, je crois, à l'époque de la V9, mais sous Kill Team. Avant ça, ils étaient une incarnation des troupes de choc, qui sont devenues le Militarum Tempestus au sein de la gamme, mais assez parlé de leur background et de leur historique au sein de cette fameuse gamme de Citadel Miniatures. Revenons un petit peu sur ce que on pourrait faire justement de cette gamme, et je pense qu'en l'occurrence une armée avec beaucoup de Kazerkin, ça pourrait avoir de la gueule, représenter l'expérience acquise par les Cadiens, parce que mine de rien maintenant les Cadiens c'est quand même des gars, même s'ils ont combattu et peut-être été défaits sur leur propre planète, on imagine qu'ils ont une expérience du terrain qui est assez incommensurable, et donc je pense que les Kazerkin représentent très bien cette expérience-là. Ils sont mieux équipés également, donc ça peut permettre à certains joueurs de se lancer dans une armée un peu plus élite au sein de la garde impériale, parce que c'est vrai que parfois assembler tous ces chars et toutes ces figurines ça peut faire peur. Donc partons sur au moins 30 Kazerkin, puisque c'est le maximum qu'on puisse en jouer, mais si on veut en rajouter d'autres, on peut imaginer peut-être jouer des Kazerkin en guise de Tempestus pour représenter d'autres unités, peut-être des plus petites unités de 5. L'avantage du kit de Kazerkin, c'est qu'il a plein d'options, donc ça permet vraiment de les jouer de plein de manières différentes si on a envie de faire du Countaz, du proxy, c'est-à-dire prendre les règles
du codex, en l'occurrence de l'index, puisque à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est en V10 et on n'a toujours pas de codex, mais c'est pas grave, ça nous donne quand même des idées pour désarmer, la preuve, et donc on pourrait ajouter des Kazerkin en faisant des Kuntas Scions, puisqu'ils ont la même sauvegarde d'armure, les mêmes équipements, etc., etc. Si on veut même aller plus loin, on pourrait aller du côté des personnages, parce que on a par exemple Creed, Ursula Creed, qui est donc un personnage nommé de la garde impériale. Il y a aussi les Castellans, qui sont des officiers cadiens qui sont jouables et qui ont leur propre figurine. Alors on pourrait les jouer tels quels et imaginer qu'ils commandent des Kazerkin. Honnêtement, c'est faisable en termes de règles et c'est tout à fait envisageable en termes de lore, donc pourquoi se priver. Mais on pourrait même aller un peu plus loin et commencer à bricoler des figurines d'officiers Kazerkin, voilà, à monter un peu plus haut que le grade de sergent qu'on a dans le kit de base, peut-être par exemple en partant de la figurine Warhammer Plus, qui avait été révélée l'année dernière, en 2023. Donc je pense que ça pourrait être assez intéressant pour représenter un maximum de Kazerkin sur le terrain, au sein de votre armée, et puis avec tout ça, on pourrait imaginer pas mal de véhicules rapides. Alors ça peut être le Torox de la garde impériale, le mésémé camion à chenilles. On pourrait aussi partir sur le Taurus, qui est un véhicule, lui, à roues, qui est sorti pour Necromunda en plastique il y a peu de temps, et qui, dans un roman que j'ai pas réussi à terminer malheureusement, mais qui s'appelle Kazerkin, et qui est donc consacré, vous en doutez, à ces soldats d'élite, eh bien on apprend qu'ils ont une certaine appétence, on va dire, pour les Taurus et pour ces véhicules à roues assez rapides. Et ça tombe bien, puisque ça nous permettrait de jouer autour du gameplay scout que les Kazerkin ont aujourd'hui dans leur datasheet, dans leur fiche d'unité. Ils ont cette capacité à pouvoir se déplacer avant le début de la partie, et pour l'instant, en V10, cette capacité est transférée au transport qui embarque une telle unité. Donc on pourrait avoir des véhicules comme le Torox qui sont déjà rapides, qui ont un mouvement bonus. Ça pourrait avoir de la gueule sur une table et ça pourrait carrément se défendre même en termes de gameplay et puis de feeling, quoi. On arrive, on fonce avec des troupes d'élite qui vont sortir de leur véhicule, tenir un objectif et bombarder tout ce qui passe de fusils radiant laser. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour les Cadiens. Passons à ce qui est l'autre pan de la gamme Astra Militarum depuis quasiment toujours. Je veux bien sûr parler des Catachans. Alors Catachans, c'est un monde hostile ou Death World où tout essaye de vous tuer, en gros. Une jungle qui pousse et repousse sans cesse, qui veut vous attraper, usant de sa faune comme de sa flore pour l'emporter. Il y a des plantes carnivores, il y a des insectes gigantesques. Bon, vous n'avez pas envie de tomber là-dedans, à mon humble avis. Et pourtant, la vie humaine s'y est installée et continue de s'y installer. Une vie difficile, nomade, brutale. On a sans cesse besoin de tailler une place dans cette jungle à grands coups de lance-flammes et de machettes. Mais, vous vous en doutez, cette jungle luxuriante, elle forme aussi des individus qui sont terriblement costauds et endurcis. Donc, un terreau parfait pour la fondation de régiment de la garde impériale. Alors qu'en est-il de ces Catachans? Sont-ils cotés, surcotés, sous-cotés? Bien moi je dirais peut-être cotés. On pourrait se dire que leur approche un petit peu over the top et leurs références cinématographiques parfois un peu douteuses font d'eux des types assez gênants. Mais en réalité, le fait qu'ils se battent en Marcel et en bandana contre à peu près toutes les horreurs de la galaxie les rend incroyablement cool. Et par ailleurs immortalise un petit peu ce qui fait l'un des attraits majeurs de la garde impériale, c'est ce fameux facteur humain, quoi. On se dit ces soldats sont terriblement dépassés par les événements, mais pourtant ils persistent et ils n'ont pas à rougir face à des ennemis en tout genre, et ça, franchement, moi j'adore. Et bien sûr, avec beaucoup de figues à leur actif, comme on le disait tout à l'heure, même si la plupart sont vieillissantes, les Catachans, ils peuvent sincèrement être considérés comme presque sous-cotés, tellement ils n'ont pas eu le droit encore à leur refonte, mais ils sont là depuis quasiment la seconde édition, ils ont eu leur propre codex une fois, donc il est temps quand même, mesdames et messieurs de chez Games Workshop, de les refaire, puisque c'est la seconde incarnation la plus populaire, ou en tout cas la plus marquante de l'Astra Militarum en définitive. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme armée de rêve? Alors, bien sûr, on peut s'imaginer prendre plein de Catachans, ils ont leur propre fiche d'unité, mais je dois dire qu'elle est assez limitée, elle nous permet que de jouer 2 lance-flammes, le sergent n'a même pas d'option, je ne sais même plus si on peut mettre une radio. Par contre, ils ont le fameux mot-clé scout dont je parlais tout à l'heure, donc c'est quand même assez agréable en termes de jeu.
Mais c'est vrai que les figues sont vieillissantes, donc peut-être que dans un premier temps, on va peut-être pas aller chercher trop de catachans vieillissants et leurs yeux peints de manière un petit peu hasardeuse sur le site de Games Workshop. Ils sont toujours là, vous pouvez aller les voir. Mais bref, on pourrait imaginer déjà aller chercher plutôt les officiers, parce que honnêtement, ils ont pas mal de personnages nommés, et je trouve que les figurines qui sont sorties, si je dis pas de bêtises, en V5 se tiennent plutôt bien. Et on pourrait leur donner des véhicules. Maintenant, si on veut un régiment de catachans un peu typique, on imagine bien qu'un char dans la jungle, c'est peut-être un peu compliqué. Et c'est vrai que traditionnellement, ils sont souvent représentés entourés de sentinelles. Et donc, on peut se faire une armée de rêve autour de ces fameux marcheurs à deux pattes, ces espèces de TRTT du monde de Warhammer 40 000, et donc blindés de sentinelles la liste. Et quand je dis blindés, il y a aussi des sentinelles effectivement blindées, mais des sentinelles de reconnaissance. Donc on peut partir sur au moins 3 escadrons de chaque, et un escadron peut faire jusqu'à 3 sentinelles. Donc on pourrait déjà avoir 9 sentinelles, 18 si on utilise les deux genres de sentinelles, et si on va aller encore plus loin, on pourrait aller chercher du côté de la gamme Hérésidorus, puisque récemment sont sortis les sentinelles Aton AV et Hermès Light Sentinel pour faire du Kuntaz. Donc il y a une sentinelle qui est plus grosse avec un équipement assez, on va dire, lourd, avec un canon laser et des lance-missiles, je crois. Et au contraire, les Hermès ont des petits lance-flammes et des fusils laser, des choses comme ça. Et donc on pourrait aller les bidouiller pour en faire du Kuntaz. Est-ce qu'on peut pas aller imiter, par exemple, avec les Aton, l'équipement d'un Leman Russ ou peut-être d'un Hellhound dans un premier temps. Et pour les Hermès, je ne sais pas, peut-être que ça collerait pas parce qu'à mon avis le socle est un peu trop gros, mais on peut imaginer en faire, je sais pas, des batteries, plateformes d'artillerie converties. Il y a quelque chose à faire autour de ce concept de sentinelle appliqué à travers différents modèles. Je trouve que le nouveau kit de sentinelle est super bien, très adaptable, très agréable. Elles ont une superbe taille, mais si on veut aller plus loin, effectivement, aller du côté de l'Hérésidorus, ça me semble être vraiment une bonne idée. Et puis, on pourrait même imaginer créer un Léontus, donc le seigneur solaire, chef suprême de la garde impériale, du moins dans le secteur qui entoure la Terre, version catachant. On sait de nos jours que beaucoup d'armées garde impériale, et quelque part c'est un petit peu triste, mais Léontus est tellement important en termes de jeu, il donne tellement d'ordre et à tout type d'unité qu'on a toujours envie de le jouer. Souvent, du coup, il dicte un petit peu les listes d'armées de la garde impériale et on a beaucoup un peu, Léontus en premier choix, et puis ensuite on déroule. Et bien là, je me dis, plutôt que de mettre un gars à cheval, on peut peut-être imaginer une sentinelle de commandement. D'ailleurs, les sentinelles comme Léontus ont le même socle, je crois que c'est un socle de 100 mm désormais. Donc voilà, une sentinelle de commandement, je me souviens de l'époque d'Apocalypse, première édition, où on pouvait jouer un détachement entièrement composé de sentinelles avec des sentinelles de soutien, de reconnaissance et une de commandement en guise d'officier. Je pense que c'est un bon moyen de le faire et de ramener sur le devant de la scène cette unité de corps de reconnaissance qui me paraît assez typique des catachans. En attendant, on l'espère, de nouvelles figurines d'infanterie dignes de ce nom un jour. On passe de la jungle au désert avec Talarn, autrefois un agrément luxuriant, rasé par les Iron Warriors dans ce qui est la plus grande bataille de chars de l'histoire de la galaxie. Talarn, c'est désormais un monde hostile, entièrement désertique. Néanmoins, les natifs de Talarn ont appris à survivre sous terre et à se déplacer à la surface de manière adaptée et souvent en utilisant des véhicules qui sont justement reconvertis pour cet environnement sableux. Donc je vous le donne en mille, ce sont des chars, ces fameux véhicules, spécialisés dans les environnements hostiles, du coup, Talarn, mais aussi dans la reconnaissance, le combat de chars, forcément, et aussi la guérilla, et le tout toujours en mouvement. Les Talarn sont parmi les plus redoutables régiments de la garde impériale. Du coup, niveau réputation, on peut se poser la question, et je suis parti, en guise de réponse, sur Sous-Côté, parce que je trouve que c'est un mélange super intéressant de références. On a le côté Lawrence d'Arabie, donc la Première Guerre mondiale. On a un côté SAS, Special Air Service, et les commandos du désert de la Seconde Guerre mondiale, tout en restant toujours un petit peu chez les Britanniques. On a un petit peu du Dune, effectivement, dans l'idée de comment survivre dans cet environnement désertique. Et puis,
de manière générale, voilà, toutes ces dunes, tout ce sable, ça fait forcément penser à un certain nombre de licences de science-fiction. Donc j'ai le sentiment qu'ils devraient être, nos amis Talarn, beaucoup plus importants dans l'univers de Warhammer 40 000 et qui pourraient représenter finalement la garde impériale de manière assez intéressante en dynamisant tout un tas de références et aussi des cultures à explorer, par exemple celles des peuples nomades arabes comme les Bédouins, ou même de peuples africains. Et à ma connaissance, ça n'a jamais été fait dans l'univers de Warhammer 40 000, malgré des artworks de Talarn qui sont assez dingos et plutôt explicites dans ce côté orientalisant, même s'il faut le dire avec des guillemets et que c'est un raccourci, je pense que ça pourrait être un moyen de les faire d'une manière super intéressante. Très récemment, je crois que c'est à l'époque du codex de la V9, il y a eu une nouvelle illustration d'un combattant Talarn que je trouve superbe et qui est à la fois mystérieux mais en même temps menaçant et on reconnaît quand même un garde impérial. Donc vraiment, j'aurais envie de les voir se développer, peut-être le temps d'une kill team ou autre. Voilà, Games Workshop, si vous nous entendez, refaites les Katachans, mais refaites les Talarn aussi, ça serait sympa. Maintenant, du côté de l'armée de rêve, eh bien la suggestion s'est écrite un peu toute seule, c'est bien sûr le corps blindé. Talarn, c'est peut-être la seule planète en termes de garde impériale, en termes de monde de recrutement de la garde impériale, qui est directement associée à ces blindés, de par son histoire et de ce fameux combat de chars qui a transformé cette pauvre planète en désert. Donc forcément, on a envie d'imaginer un corps blindé Talarn, avec un maximum de Leman Russ, de Rogaldorn, et bien sûr des véhicules plus légers qu'on pourrait immortalisés avec des camouflages désertiques qui sont souvent assez sympas. Alors là, je prêche pour mon paroisse si vous connaissez mon armée garde impériale, mais honnêtement, il y a des trucs assez cool à faire. Certes, des couleurs sable, si vous voulez aller vite, ça peut fonctionner tout en sable, mais vous pouvez ajouter du gris, du bleu, du vert. Vous pouvez faire des schémas, on va dire géométriques, des formes un peu plus rondes. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec ce setting, avec cet environnement. Donc, autant se faire plaisir. Et puis, on a la possibilité de jouer cette armée en restant exclusivement avec du char, par exemple en jouant un commandant blindé en guise de héros. Et puis, si on a vraiment envie d'avoir Léontus, encore une fois, on peut partir sur un Kuntaz assez intéressant. Par exemple, c'est une idée que j'ai et que je pense que je vais finir par faire, de mettre un officier à bord d'un véhicule plus petit, comme par exemple un blindé Centaure, qui était sorti, je crois, chez Forge World à l'occasion du développement de la gamme Deathcore, dont on va reparler, vous pouvez l'imaginer. Et puis voilà, ça peut être un petit véhicule de reconnaissance, comme il y en avait par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, pour accompagner ces divisions blindées et les guider à travers le terrain. Moi je pense que ça pourrait être super cool de voir ce Léontus là dans ses armées un petit peu Talarn et blindées. Et puis si on a vraiment envie d'être un petit peu dans le côté deep cut et connoisseur gentleman wargamer, et on va coller la figurine de Al Rahem, la figurine en métal de Al Rahem, donc l'officier nommé de la garde impériale de Talarn à l'intérieur de ce véhicule. Et là, on obtient quand même quelque chose qui est réservé à la race des seigneurs. Voilà, franchement, gros kiff aussi pour moi, Al Rahem, figurine assez mythique et qui a eu deux apparitions en V2, donc l'époque où effectivement pas mal de régiments étaient développés, mais aussi en V5, il avait fait son petit retour, même si la figurine était à ma connaissance plus vendue du tout. Donc je suis un petit peu nostalgique de cette époque où la garde impériale était aussi cette armée qui nous permettait de faire un maximum de Kuntaz, de ramener aussi des figurines vieillissantes sur le devant de la scène. J'ai toujours trouvé ça assez beau aussi avec l'Astra Militarum. Donc autant continuer à se faire plaisir et à ramener la légende de ce sabreur du désert sur le devant de la scène. Bon, assez parlé du sable parce qu'après tout, je déteste le sable, ça se met partout, ça gratte, vous connaissez la réplique. Partons du côté de Mordian, le monde ruche de Mordian, plus exactement, qui ne tourne pas sur lui-même lorsqu'il tourne autour de son soleil et en conséquence, la moitié de la planète est en permanence irradiée par les rayons et rendue inhabitable par la chaleur. L'autre moitié, on s'en doute, est plongée dans le noir et c'est ici que la population de Mordian, elle s'accumule par milliards. Et à cause de sa surpopulation, Mordian est sclérosé de révolte, et donc il n'est pas rare pour les régiments levés sur place d'avoir déjà beaucoup d'expérience avant même qu'ils partent en campagne. Associé à une discipline de fer et à une doctrine rigoureuse, cette précieuse expérience fait des régiments de Mordian d'implacables forces armées, caractérisées par leurs uniformes impeccables d'un bleu nuit
et leurs bottes lustrées. Mais ne vous y trompez pas, ce look de parade cache très bien la véritable nature des Mordians qui sont d'impitoyables tueurs. Qu'en est-il de leur réputation? Eh bien, j'avais envie de dire côté, parce que, pour être honnête avec vous, ce sont loin d'être mes préférés, ni même, je pense, les plus inspirés en termes d'imagerie, mais ils restent assez rares, et donc ça me donne quand même envie de les mettre un petit peu sur le devant de la scène, comme le fait par exemple le youtubeur qui porte très bien son nom, Mordian Glory, qui est peut-être le plus gros youtubeur garde impériale, alors certes sur un créneau très compétitif, mais de temps en temps il fait des vidéos qui vont un peu plus loin que ça, et donc voilà, j'avais envie de le mentionner quand même, parce que comment parler des Mordian sans parler de Mordian Glory, voilà, maintenant il est là, c'est le représentant de la garde impériale sur YouTube, et donc il fallait que je le nomme, mais au-delà de leurs commandants, de leurs représentants, il y a quelques particularités que j'aime chez eux. Par exemple, comme le nom de leur planète, c'est Mordian, c'est pas Mordia. D'ailleurs, on a beaucoup de sonorités un petit peu de genre dans l'univers de Warhammer 40 000. Il y a la planète de Mordan, il y a la planète de Mortan, etc. Donc, je trouve ça amusant qu'ils aient un petit peu brisé leur naming convention à cette occasion-là. Et plutôt que de dire Cadia, Cadian, eh bien de dire Mordian, Mordian pour les deux. Je trouve ça assez amusant à noter, mais c'est peut-être juste ma fibre de narrative designer qui parle, donc vous m'excuserez cette digression. Mais il y a d'autres choses aussi, il y a leur figurine de lieutenant que je trouvais absolument incroyable, elle a une espèce de duo de bandes de munitions en guise de ceinture. On ne sait pas s'il est un peu bedonnant ou si ça balance au-dessus de ses jambes, mais il a une dégaine absolument incroyable. Et c'est vrai que d'ailleurs, pas mal de régiments en V2 avaient des lieutenants et des officiers qui pouvaient avoir des gueules un peu patibulaires, qui pouvaient être un peu plus vieux, un peu plus gros. Et il y avait une forme de fantaisie là-dedans qu'on a un petit peu perdu. Donc rien que pour ça, respect aux Mordians. Et puis un autre truc que je voulais mentionner, c'est les bonus de jeu qu'ils avaient, notamment à l'époque du Codex 3.5, donc le deuxième qui est sorti sous la troisième édition. On avait la possibilité de transférer d'ailleurs ce bonus à un régiment qu'on crée de toutes pièces, de notre invention, de notre imagination. Mais si on jouait Mordian, on avait un bonus en capacité de tir, donc dans notre jet de dés pour toucher, si on jouait les figurines avec eh bien, du coup, des socles collés à la figurine à côté. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait faire des rangs, un peu comme dans un wargame napoléonien, ou même à Warhammer Fantasy Battle / Old World. Et j'ai toujours trouvé ça ultra amusant. Et j'ai même, si mes souvenirs sont bons, pu tester à un moment une partie. Je jouais pas de Mordian, mais j'avais voulu tester ce bonus pour voir ce que ça donnait. Et je trouvais que c'était assez sympa, ce côté un petit peu, voilà, respecter l'esthétique des Mordians, et en échange, on vous donne un petit bonus, parce qu'effectivement, ces petits gars-là sont connus pour combattre en rang serré et pour envoyer des bordées de fusils laser sur leurs ennemis, bien concentrés comme il faut. Donc voilà, autant récompenser les joueurs qui font l'effort d'incarner ça sur les tables. Ça aussi, ça manque un petit peu. Mais en dehors de ça, je dois dire que j'ai du mal à saisir l'intérêt, la particularité des Mordians. Alors vous allez me dire, j'ai cité au moins 3 trucs que j'aimais, donc si c'est ça, les régiments dont j'ai du mal à saisir l'intérêt, qu'est-ce qui m'attend pour les régiments qui suscitent l'intérêt de ce bon Thibaut? Eh bien, vous allez le voir un petit peu plus loin. Mais en attendant, armée de rêve. Alors comment on fait une armée de rêve de Mordians? Eh bien, je me suis dit, style napoléonien, ou guerre civile américaine, avec un gros focus sur l'infanterie en rang, soutenu par des plateformes d'armes lourdes et des batteries d'artillerie. Alors on choisira les mortiers surtout pour les armes lourdes, et puis les canons pour les batteries d'artillerie, mais ça donnera quelque chose d'absolument glorieux sur table. Aucune idée de comment ça se comporte face à une armée dans une méta V10 qui est ultra changeante, mais je trouve ça beaucoup trop cool pour ne pas être testé. Et puis si on veut injecter un petit peu de fantaisie, on peut aussi imaginer que les Mordians sont plutôt portés sur la cavalerie, et à ce moment-là, convertir peut-être ces cavaliers d'Attila en cavaliers de Mordian, avec justement une petite tête avec une casquette, et on est parti. Si vous êtes un vieux de la vieille, vous savez que une fois qu'on parle des Mordians, on est obligé de parler d'autres régiments issus d'une autre planète et qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ces foutus Mordians. Ce sont bien sûr les Prétoriens, issus de Pretoria, qui est elle aussi un monde ruche surpeuplé, mais qui est extrêmement riche, parmi les plus riches de l'Imperium.
et il envoie sa population travailler dans des factorums pour une bouchée de pain, les salauds. Qui oserait faire ça, imaginez, dans notre monde. Bref, c'est un petit peu compliqué hein, pour les gens sur Pretoria, mais certains échappent à une forme d'esclavage moderne dans les manufactures et usines de la planète en rejoignant la garde impériale. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, la garde prétorienne, elle est connue pour sa discipline de fer et ses impeccables uniformes. Ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Qu'en est-il de la réputation de ce régiment? Eh bien là, je vais mettre les pieds dans le plat et offenser pas mal de joueurs V2 en vous disant qu'ils sont tout à fait surcotés. Alors il faut savoir qu'ils avaient été créés spécifiquement pour un diorama au Games Day britannique de 1997 et que les figurines étaient basées bien sur les Mordians mais avec des têtes différentes. Donc on remplaçait les casquettes et les képis plutôt par des chapeaux coloniaux et donc les régiments avaient été peints aux couleurs des régiments britanniques pendant l'ère coloniale et notamment pendant la guerre anglo-zoulou dont ils s'inspirent. Mais le régiment aurait rencontré tant de succès sur place, auprès des visiteurs bien sûr, que cela aurait poussé Games Workshop à créer une gamme à part entière, lancée par une boîte limitée, pleine d'infanterie, et qui avait même, pour la petite anecdote, des figurines de corps de prétoriens, de cadavres gratuits, qui étaient un petit peu placés comme ça, sous forme de macarons dans un coin de la boîte, en disant « Regardez, vous avez 3 corps gratuits, c'est incroyable ». Et oui, l'époque où Games Workshop nous offrait des choses gratuites. Et effectivement, surcoté, peut-être parce que je connais moins cette période de l'histoire britannique, mais déjà je trouve ça un petit peu bizarre qu'ils soient quasiment conformes à un truc historique. Et ensuite, j'arrive pas vraiment à savoir ce qu'ils ont de spécifique, si ce n'est leur uniforme, leur look vraiment improbable, avec leurs chapeaux coloniaux de la V2, et peut-être le contraste qu'ils ont créé pendant un tout petit laps de temps, parce qu'ils sont arrivés sur la fin de la V2, donc en 97, et donc juste avant une V3 qui sera beaucoup plus grimdark, et donc ils ont leurs uniformes rouges, noirs et blancs, et ils ont leur socle en goblin green, bien vert, avec la mousse, le flocage, etc. Mais voilà, je dois dire qu'en dehors de ça, j'ai du mal à comprendre ce qui fait leur intérêt. Peut-être était-il réservé à un public plus britannique, et peut-être que leur court moment de gloire a aussi quelque part un petit peu immortalisé ce régiment dans l'esprit des gens, alors qu'en vrai, quand on regarde leur lore ou leur doctrine, on n'a pas vraiment de quoi se mettre sous la dent, on va pas se mentir. Mais bon, il fallait quand même se prêter à l'exercice de l'armée de rêve pour réenchanter Warhammer et spécifiquement les collections d'Astra Militarum, alors je l'ai fait. Et donc, je me suis dit, on va sans doute être très proche des Mordians, mais un souvenir m'est revenu, celui d'armées prétoriennes qui utilisaient pas mal de sentinelles, et notamment des sentinelles converties sur 4 pattes pour servir de kuntaz, notamment pour des griffons. Le griffon, c'est un véhicule qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était sur un châssis chimère et qui portait une sorte de petit mortier. Donc c'était tout simplement un mortier motorisé. Il y avait des gens aussi qui faisaient des basilisques sur ces sentinelles à 4 pattes, etc. Donc je ne sais pas si ça vient des légendes sur la guerre anglo-zoulou, qui a notamment vu les forces s'affronter dans des montagnes, et donc auquel cas il n'y avait pas de chars à l'époque, mais on peut imaginer que ce côté montagnard a incité des collectionneurs, des prétoriens à imaginer que à la place des chars, ils utilisaient plutôt des marcheurs pour gravir des montagnes. Peut-être aussi c'était un rappel à l'usage des éléphants pendant les guerres antiques, parce que les prétoriens, ils font aussi référence, peut-être malgré eux, à Rome, puisque les prétoriens, la garde prétorienne, en principe, c'est la garde qui protège l'empereur à Rome, même si, effectivement, une ville en Afrique du Sud s'appelle Pretoria, exactement comme leur planète, et c'était en Afrique du Sud que cette fameuse guerre anglo-zoulou a été combattue. Bon, j'arrête de vous embêter avec l'histoire, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça stylé, ces sentinelles à 4 pattes, donc je me suis dit que c'était peut-être une idée pour rendre l'armée plus unique, ce qui pourrait être facile à convertir, avec les sentinelles dont on parlait tout à l'heure, à l'occasion de notre découverte des catachans, et puis aussi avec les bonnes têtes à chapeaux coloniaux. Aujourd'hui, il y a énormément de sites, de bits ou de third party, sans même parler de l'impression 3D, qui vous offrent des têtes à mettre sur vos cadiens et qui vont tout de suite un petit peu transformer le look qu'ils peuvent obtenir. Je pense que les Mordians et les Prétoriens sont vraiment 2 des candidats les plus faciles à convertir à l'aide d'un simple changement de tête ou head swap pour utiliser l'expression consacrée du côté de nos amis anglais. Vous prenez du coup un chapeau colonial sur n'importe quel corps de la garde impériale et vous avez un prétorien finalement. D'autant qu'il y a plusieurs illustrations plus récentes qui, je crois, doivent venir des jeux de rôle Warhammer 40 000 où on voit que les prétoriens ont désormais l'armure flak, donc
ni plus ni moins qu'un gilet pare-balles dans l'univers de Warhammer 40 000, des Cadiens, mais peints en beige ou en blanc cassé, suivant là où on se place, et qui rappellent du coup les couleurs de leur chapeau. Donc c'est de plus en plus facile finalement de représenter ces régiments-là, qu'ils soient mordiants à l'aide d'un képi ou prétoriens à l'aide d'un chapeau colonial. Donc finalement, si ces deux régiments vous parlent, contrairement à moi, eh bien sachez que c'est quand même peut-être deux des régiments les plus simples à représenter tout en ayant accès à des figurines qui, elles, ne sont pas vieillissantes puisqu'elles sont sorties il y a peu de temps. Allez, on va passer à un régiment qui lui me plaît beaucoup plus. Et pour ça, cap sur Armageddon, qui est un monde ruche et un monde forge. Donc déjà, c'est un joyeux bordel. Il y a plein de gens et il y a plein d'usines. Le tout est quand même pimenté par au moins 3 grandes guerres qui ont participé à forger l'histoire de l'Imperium. Alors, une contre les forces de Khorne, menée par Angron, le primarque des World Eaters lui-même. C'était il y a des centaines d'années. Et puis 2 autres, face aux orques qui, eux, étaient menés par un certain Ghazghkull Mac Uruk Traka. Donc, on peut imaginer que ce monde a pas mal souffert, et sur ce monde, justement, tout est terriblement pollué et industrialisé à outrance. Les produits chimiques sont rejetés directement dans la nature, donc ça forme de véritables océans. Vous ajoutez à ça ces 3 campagnes que je mentionnais, et vous imaginez un petit peu le Dawa. Bref, c'est pourtant sur cette planète que sont nés les régiments d'infanterie mécanisée les plus célèbres de la galaxie, qu'on appelle la Légion d'Acier. Cette Légion d'Acier, elle fait un usage intense des chars et elle est capable d'embarquer ses troupes dans des milliers de chimères qui sortent chaque jour de ses usines. Et oui, c'est pratique, ils combattent juste à côté. Rendus célèbres par leurs masques à gaz, leurs assauts millimétrés et la résistance héroïque que leur a inspiré un certain commissaire Yarick lors du combat pour la ruche Hades, les légionnaires d'Armageddon sont des experts de la guerre mécanisée et des combats contre les orques, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en veulent. Du coup, quelle réputation on leur donne? Côté, peut-être un petit peu surcoté. Je pense que c'est une incarnation assez glorieuse de l'infanterie mécanisée, limite Mad Maxienne, quand on les imagine dans des déserts pollués d'Armageddon face à des hordes de orques. On a un petit peu tout ça dans des artworks dingues. Franchement, l'époque de la V3, les illustrations sur la Légion d'Acier sont absolument glorieuses, et notamment celle où il y a un lieutenant, en tout cas un officier de la Légion d'Armageddon qui se lève au-dessus d'une tranchée pour faire face à Ghazghkull et sa horde. C'est tout simplement incroyable, ça me donne les poils, putain. Mais en dehors des artworks et en dehors du fluff, les figurines aussi, et putain, elles étaient super qualitatives. Franchement, je trouve que même encore aujourd'hui, elles se tiennent plutôt bien. Assez simples, mais vraiment, elles ont des sculptures qui sont super cool et qu'on n'a pas revues depuis. Je pense notamment à celles que j'avais déjà citées, mais les plateformes d'armes lourdes, notamment le bolter lourd, où on a le tireur et son chargeur qui alimente le bolter lourd, qui sont tous les deux couchés au sol parmi les débris. Franchement, ce petit socle de figurines m'évoque tellement de souvenirs. Donc je pense que peu de régiments peuvent en dire autant. Alors certes, on peut critiquer un petit peu leurs inspirations assez malheureuses, puisque l'influence est évidemment à trouver du côté de la Wehrmacht, des Waffen-SS et compagnie, bref, la première armée dans l'esprit des gens qui a fait usage de l'arme mécanisée, de l'infanterie mécanisée, devrais-je dire. Mais maintenant, bordel, quel superbe témoin de la V3 aussi, quand même, dans son côté grimdark, avec le combat urbain, les couleurs du régiment, des socles qui étaient peints à l'époque, c'était quand même autre chose que ces fameux prétoriens. Et moi, ça m'a vraiment toujours marqué. Et je pense que si je devais collectionner un régiment en particulier, j'irais du côté de la Légion d'Acier d'Armageddon. Et si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble un mec qui est aussi passionné que moi pour ces petits gars-là, allez voir The Steel Legion sur Instagram, qui est littéralement du coup le nom de la Légion d'Acier d'Armageddon dans la langue de Shakespeare, mais qui fait un travail de conversion de fou pour créer une armée tout simplement glorieuse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Ses chars sont incroyables, ses kuntas d'officiers, notamment son Leontus, est incroyable. Je crois que le gars n'utilise plus les figurines en métal d'origine, mais soit des contrefaçons, soit des moules qu'il a fait lui-même en résine de ces mêmes figurines pour pouvoir justement faire des conversions. Il a fait toutes les kill teams qui se rapprochent plus ou moins de la garde impériale avec des légionnaires d'acier. Franchement, c'est incroyable et je pense que je partirais clairement dans cette direction si je devais être condamné à peindre un seul régiment jusqu'à la fin de mes jours. Pensée horrible, mais pourquoi pas.
L'armée de rêve, du coup, eh bien forcément l'infanterie mécanisée, bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté, donc chimères pour tout le monde, et on n'oublie pas qu'on peut remplir ces fameux chimères avec, par exemple, des armes lourdes et une escouade de commandement dedans. On a le droit de mettre 12 bonhommes, donc on peut être 2 escouades. Il n'y a rien qui nous interdit de faire ça. Et puis, bien sûr, il nous faut Yarick, c'est obligatoire. Tant pis si Games Workshop nous a privé de Yarick et qu'il a plus de fiches d'unité, eh bien on le joue. Soit on déterre une vieille fiche et on l'adapte, ou soit on le joue en Kuntaz, hein, peut-être sous la forme d'un Leontus, ou sous la forme, qui sait, d'un Baneblade. Et oui, mes amis, parce que dans le lore de la Légion d'Acier d'Armageddon, il y a quand même Yarick qui a son propre Baneblade, le Fortress of Arrogance, la forteresse d'arrogance. Putain, déjà, ça pète la classe, quoi. Un commissaire qui a son propre Baneblade et qui charge au milieu des orques avec ça. Non, franchement, c'est trop. Et si vous collectionnez une armée de la Légion d'Acier et que vous n'avez pas encore votre propre version du Fortress of Arrogance, qui est là aussi une relique de la première édition d'Apocalypse, eh bien, qu'est-ce que vous foutez? Il faut absolument que vous convertissiez ça, et donc ce Baneblade noir avec la tourelle qui est presque une sorte de promontoire comme ça où le commissaire peut crier ses ordres. Non, franchement, c'est trop grave, et il faut le faire. Et si vous voulez un autre supplément d'âme, si vous voulez vous élever une nouvelle fois à la race des seigneurs, eh bien vous convertissez sous la forme d'une escouade ou d'une autre des Orc Hunters, parce que effectivement les chasseurs d'orques, ce sont aussi des gardes impériaux qu'on trouve sur Armageddon, mais qui ne sont pas forcément affiliés à la Légion d'Acier. Parfois, ce sont juste des régiments comme ça qui ont été formés un petit peu ad hoc pour leur expertise à chasser des peaux vertes, et c'est plus ou moins, on le comprend au fur et à mesure des illustrations qui ont été créées par Games Workshop, en tout cas à l'époque de la V3, mais même un petit peu depuis, hein. Il y en a eu, je crois, en V8, une illustration. Vous vous dites là, putain, le gars se souvient d'une illustration unique d'un régiment obscur. Oui, et oui, je m'en souviens, et c'est justement toute cette passion que je voulais vous transmettre avec ce deuxième épisode, dont j'espère que vous vous amusez et que vous prenez votre pied autant que moi. Et donc, oui, ce que je voulais dire par là, c'est que les Orc Hunters sont plus ou moins des catachans déguisés, en fait. C'était un moyen, sans doute, pour Games Workshop d'imaginer recycler cette gamme autour de la Légion d'Acier. Tiens, à quoi ça ressemble des mecs qui, potentiellement, se peignent en vert, foutent la tête d'un orc, mettent des masques, utilisent leurs armes pour les combattre, etc. Ah, bah attends, ça ressemblerait sans doute à un catachan avec des armes d'orc ou ce genre de choses. Et effectivement, ça me semble assez crédible comme description, donc autant se faire plaisir et aller ressusciter cette idée-là aussi, qui avait fait un petit comme ça soubresaut en V8, donc elle n'est pas morte, hein, encore cette idée, et on peut imaginer peut-être en faire, je sais pas, une unité un petit peu d'élite, ou même une sorte de kill team si vous voulez pas forcément collectionner toute une armée. Donc voilà, lancez-vous, la Légion d'Acier et Armageddon de manière générale vous offrent plein de possibilités, comme vous pouvez le voir. Allez, on passe du désert toxique à la glace, puisque nous mettons cap sur le monde glacé de Valhalla, où la vie n'a que peu, mais alors très peu d'importance. Celles et ceux qui vivent sur place sont endurcis en seulement quelques années et habitués à survivre et à l'emporter dans les conditions les plus difficiles, et pour échapper à la morsure du froid et aux horreurs locales. C'est une planète donc idéale pour recruter des régiments particulièrement tenaces qui ne reculeront jamais devant rien ni personne. Ce sont les gardes des glaces de Valhalla, connus pour leur obstination totale et leur dédain tout aussi total à l'égard de la vie humaine. Qu'en est-il de la réputation de ces petits gars? Eh bien, je dirais côté, voire peut-être surcoté. On comprend vite à travers leur fluff la satire de la déshumanisation, souvent un petit peu surjouée au cinéma, qui est typique de l'armée rouge. Et à l'image des Talarn ou des Catachans, ce sont des soldats qui sont définis par un environnement particulier. Et donc ça, c'est vrai que ça marche quand même toujours plutôt bien. Donc jusqu'à présent, j'ai du mal à me décider côté sur côté. Mais ce qui me fait un petit peu pencher du côté sur côté, c'est que c'est encore une fois, un régiment de dur de chez dur, et donc ça se répète un peu. C'est là aussi qu'on voit que malgré tout ce que je raconte, oui, la garde impériale, c'est très varié, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vrai, mais on voit que quand Games Workshop fait ce qu'il veut, eh ben, il fait quand même souvent un petit peu la même chose, et donc je trouve que ça joue un peu en la défaveur des Valaland. Maintenant, il y a sans doute un petit peu d'originalité et des détails croustillants à trouver dans les romans qui mettent en scène le commissaire Cyphus Kane. Personnellement, c'est des romans que j'ai jamais lus, mais dont j'ai entendu du bien, et il me semble que l'ami Kane est entouré de Valaland. Donc il y a peut-être un moyen à travers ces romans de découvrir
des traditions, des morceaux de lore peut-être un petit peu plus croustillants, un petit peu plus saillants, pour faire une armée plus excitante. Et puisqu'on parle d'armée, eh bien, pour l'armée de rêve, j'avais pensé à beaucoup d'infanterie, hein, forcément, allons dans le cliché, et avec pas mal d'armes lourdes, peut-être, hein, d'ailleurs, peut-être plus que des chars. Je sais pas, j'ai cette image, vous savez, du film Stalingrad avec les soviétiques qui ont leurs mitrailleuses comme ça, cachées dans les ruines de la ville. Donc ça pourrait être intéressant d'immortaliser ça sous forme de figurine. Même si il y a une armée quand même assez originale peut-être à faire en s'inspirant des blindés soviétiques, peut-être en partant d'autres engins que ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, le Malcador, qui est un véhicule qui est revenu récemment sur le devant de la scène à travers eh bien, la gamme Horus Heresy, encore une fois. Donc vous l'avez en plastique, c'est peut-être l'occasion de le jouer, il est jouable, ça change un petit peu des Lehman Russ et des Rogaldorn, c'est sans doute aussi peut-être plus cher en euros comme en points, mais ça peut faire écho aux premiers chars soviétiques qui avaient des looks un peu plus improbables. Mais dans tous les cas, on peut aussi imaginer pas mal de commissaires dans cette armée, éventuellement aussi en kuntas d'officiers, plutôt que de mettre un officier et un commissaire, bah voilà, on va mettre trois commissaires et puis on va imaginer que bah, l'officier a été exécuté et on joue un commissaire en guise par exemple de Léontus, en guise de Creed, en guise d'un Castellan, voilà. On peut s'amuser avec ça et puis on en profitera pour ressusciter certains concepts qui n'existent plus, comme il fut un temps le Lord Commissar, qui était, ou Seigneur Commissaire, pardon, en français, qui était eh bien, du coup un choix de QG qui permettait de faire diriger son armée par un maître commissaire, si j'ose dire, un commissaire avec encore plus d'expérience et encore plus d'influence. Il y a toujours eu, depuis les débuts de Warhammer 40 000, à l'époque de Rogue Trader, on avait les commissaires juniors, puis on a eu les seniors commissaires. Donc vous avez vu, on a une sorte de chaîne de commandement qui s'est créée au fur et à mesure des éditions qu'on pourrait ramener à l'occasion de cette armée de rêve faite de Valalan. On était dans les V, donc je vais rester dans les V avec les Vostroyans. Alors du temps de l'hérésie d'Horus, l'empereur avait demandé à Vostroya de lever des régiments et de les envoyer pour supporter les forces loyalistes qui étaient acculées. Mais sur ce monde très industrialisé, connu pour la qualité de ses fabrications, on a préféré servir l'empereur en continuant à travailler d'arrache-pied dans les factorums pour envoyer des armes aux forces fidèles à l'empereur. Et vous vous en doutez, quelques années plus tard, Vostroya fut durement puni pour ce choix stratégique qui est à la limite de l'erreur administrative. Et désormais, Vostroya doit offrir les aînés de chaque famille à la garde impériale. Ainsi sont nés les premiers-nés Vostroyens, des hommes et des femmes extrêmement bien équipés par l'expérience industrielle de leur monde, qui frôlent avec l'artisanat. Et on le voit à leur apparence un petit peu travaillée, hein. Effectivement, ils ont des armures légèrement dorées, ouvragées, ils ont des fusils qui sont extrêmement décorés. Donc ce sont des soldats qui sont plutôt classe, hein, il faut bien le dire, mais encore une fois, attention aux apparences, ce ne sont pas parce qu'ils ont l'air de parfaits soldats en quête de gloriole qu'ils ne sont pas des tueurs endurcis, parce que eux aussi sont pressés de racheter la faute de leurs ancêtres, et d'ailleurs ils profitent souvent de l'expérience de leurs aînés, car les régiments de Vostroya, petite particularité, sont rarement levés sur la planète, mais plutôt renforcent les régiments déjà existants, c'est-à-dire que plutôt que de fonder un nouveau régiment et de l'envoyer dans une croisade à un endroit ou à l'autre de la galaxie, eh bien on préfère envoyer les nouveaux soldats, renforcer les régiments qui sont déjà au combat dans telle ou telle campagne. Qu'en est-il de leur réputation maintenant ? Eh bien moi je pense qu'ils sont sous-cotés parce que, encore une fois, c'est un super mélange d'influences russes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils font peut-être penser aux Streltsy. J'ai du mal à dire ce nom parce que c'est un nom russe, mais c'était un corps militaire tout aussi russe qui a sévi du XVIe au XVIIIe siècle et qui avait un look assez similaire, notamment des grands manteaux rouges, ils avaient des haches à deux mains et ils tenaient de grands mousquets, enfin voilà, ils avaient un look un petit peu spécial, donc effectivement qui pourrait avoir inspiré Games Workshop. Il y a effectivement chez eux aussi du soviétique, il y a du steampunk dans leurs masques à gaz ouvragés, il y a du cosaque avec les chapeaux, il y a de l'Europe de l'Est de manière générale, et donc c'est peut-être un mélange moins évident ou moins reconnaissable que les autres régiments, donc ça j'aime bien.
Et il faut savoir aussi qu'ils ont été designés directement par John Blanche, donc forcément c'est un gros surplus de charisme. Et puis ils ont des artworks un peu à la manière de la Légion d'Acier qui sont tout simplement grotesques, franchement incroyables, notamment la couverture du Codex Guerre Urbaine où on voit l'un de ces premiers Névostroiens sabrer un guerrier de feu qui lui fonce dessus. J'adore. Donc voilà. Et c'est aussi, s'il fallait en rajouter, le dernier régiment original créé par Games Workshop en date. Hein. Donc bref, il mérite un petit peu mieux que les réimpressions qu'on a de temps en temps pour faire chuter leur prix de revente sur le marché de seconde main. Mais il pourrait quand même avoir mieux. Et alors je ne sais pas. Aurait-il pu devenir à un moment le nouveau visage de la garde impériale? Peut-être pas, parce que peut-être un look justement trop poussé, pas assez adaptable. Hein. Les Cadiens, leur côté finalement plus générique, plus polyvalent, joue en la faveur de la gamme, on peut la bidouiller. Bon, quand on voit les Vostroyens, on se dit, ah, peut-être les transformer en figurines pour Age of Sigmar, mais voilà, on n'a pas non plus 50 options. Et pourtant, quelle armée de rêve on pourrait faire avec ces petits gars-là? Même si, pour le coup, je vais la jouer safe et prendre la carte Joker de l'armée diversifiée. Mais je m'explique, l'infanterie vostroyenne, je la trouve magnifique. Les figues, elles datent de la V5, elles sont pas si vieilles. Peut-être V4, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, elles sont magnifiques. Les tanks des Vostroyens sont peints dans cette teinte vert-gris qui est assez singulière, qui marche très bien, qui rappelle un petit peu l'Union soviétique, mais pas trop. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis on peut aussi imaginer eh bien que les Vostroyens sont portés par la cavalerie qui était encore très présente et même essentielle par exemple pendant les guerres napoléoniennes. Donc on pourrait se fendre de quelques conversions bien senties à partir des guerriers d'Attila. Et puis du côté des véhicules aussi, c'est vraiment une armée qui permet d'avoir une infanterie avec un look unique, de la cavalerie, de l'artillerie, et puis même des véhicules de combat qui pourraient être un petit peu différents de la moyenne. Par exemple, en ramenant sur le devant de la scène le Ragnarok. À l'époque où les Vostroyens sont arrivés sur scène, dans les White Dwarfs, il y avait des armées de Vostroyens qui étaient magnifiques, et notamment des armées qui étaient soutenues par ce fameux Ragnarok, qui est un autre char de combat de la garde impériale, plus méconnu. Il n'a jamais eu de figurine officielle, sauf au format épique, et c'est plus ou moins l'incarnation du KV2 soviétique que les gens qui connaissent un petit peu les chars, ou même qui ont ne serait-ce qu'une fois allumé World of Tanks ou visité un musée, ont peut-être vu en photo, parce que c'est ce char qui a une espèce de tourelle toute carrée, qui est immense, et qui lui donne un petit côté un peu enflé, déformé, et effectivement le Ragnarok est totalement un KV2 transposé à l'univers de Warhammer 40 000, et on le verrait très bien dans des armées de Vostroyens, ou d'ailleurs de Valalan, donc voilà. Faites-vous plaisir, souvent les gens partent d'un châssis chimère, ils bricolent la tourelle, récupèrent le canon d'un Lehman russe, ils mettent les bolters lourds qui là ne sont pas dans des tourelles latérales, on va dire calées sur le côté du véhicule, mais plutôt à l'avant, dans des espèces de petits tourellos assez ronds. Il est plutôt un mignon, hein, je dois dire, le Ragnarok, c'est une conversion qui est peut-être pas si dure à faire, mais il faut quand même avoir les moyens et les compétences. Mais en tout cas, allez voir ce que les gens en ont fait sur Internet. Je trouve que c'est un des véhicules les plus satisfaisants à regarder de l'histoire de cette gamme. Passons à un autre de mes régiments préférés en mettant les pieds sur Tanis, ou du moins ce qu'il en reste. Parce qu'alors qu'elle levait ses premiers régiments pour servir dans la croisade des mondes de Sabbath, la planète Tanis fut annihilée par les forces du chaos. Un seul régiment survécut à la destruction de ce monde, le premier et unique de Tanis, mené par Ibram Gaunt. Cet étrange officier politique hérita du commandement du jeune régiment dont il avait la charge, devenu colonel-commissaire, puis bien plus au fil des campagnes dans les mondes de Sabbath. Gaunt et celles et ceux qu'on appelle les fantômes se taillèrent un nom en étant absolument décisifs dans des opérations périlleuses ou alors embourbées depuis tant d'années. L'infanterie légère des Tanis, qui sont enveloppés dans leur célèbre cape de camouflage, les rend idéales pour les opérations commando en tout genre. Renforcés par d'autres troupes à mesure qu'ils poursuivaient leur ascension dans les rangs de la garde impériale, les Tanifs espèrent aujourd'hui obtenir un nouveau monde. Qu'en est-il de leur réputation, chers amis? Eh bien, je dirais qu'ils sont cotés, parce que j'avais envie de mettre sur côté, mais je les aime trop. Et puis, sur côté pourquoi? Peut-être parce que Hamnet les a fait vraiment beaucoup trop cool, parce qu'ils mélangent un côté ninja, un côté guerrier irlandais ou écossais, un petit peu rebelle. Ils ont des tatouages bleus, ils ont des dagues de 30 cm, ils sont un peu furtifs, ils ont des cornemuses, enfin, je veux dire, et des fusils laser hyper cool, enfin...
on a du mal à pas aimer ces gars tant ils mélangent des archétypes et des concepts qui sont vraiment sympas. Mais ils sont pas encore assez connus à mon goût, alors du coup ils ne seront pas surcotés, désolé. Et c'est surtout l'unique régiment de Tanif, donc on peut pas vraiment dire qu'ils soient surcotés. Les pauvres, ça serait quand même triste. Alors certes, ils ont été renforcés, en termes de personnalité, je veux dire, par des dizaines de romans et des figurines iconiques. En métal, parce qu'il y en a eu à l'époque de la V3, si je dis pas de bêtises, comme en plastique aujourd'hui, donc qui sont sortis il y a quelques années maintenant, mais qui sont vraiment superbes. Et forcément, ça leur donne beaucoup, beaucoup de charisme. Tout le monde, même d'ailleurs aucun régiment de cette liste, ne peut se vanter d'avoir autant de romans à son actif. Donc forcément, ça met pas mal de poids du côté de leur côté de la balance. Et puis c'est aussi le premier unique de Tanif, un chouette rappel au côté romain de la garde impériale dont je vous parlais lors du dernier épisode. Quand je dis romain, c'est pas le prénom, mais l'Empire romain, puisque les légions de l'Empire romain combattaient avec la perspective d'obtenir des terres parmi les territoires qu'elles avaient conquis. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec le monde de Tanif qui a été détruit, mais puisque on accorde en principe aux régiments de la garde impériale les plus victorieux, eh bien un monde au sein de l'impérium, eh ben, les Tanifs ont tout intérêt à se battre, à se démener pour retrouver un jour un endroit qu'ils pourraient appeler leur maison. Pour l'armée de rêve, bon, c'est simple, il faut bien sûr intégrer les fantômes qui existent aujourd'hui en plastique, mais aussi on pourrait représenter les régiments qui ont combattu à leur côté. On n'est pas obligé de faire que les fantômes de Gaunt, parce que dans chaque roman, ils font souvent équipe avec d'autres régiments qui souvent complètent un petit peu leur talent et bien plus souvent encore sont plus nombreux et ou mieux équipés. Donc on pourrait par exemple avoir les patriciens gentins et les sang-bleus volponiens qui lui feraient office de Kazerkin ou de Scions. On pourrait représenter aussi les Rhone Deepers, j'ai oublié leur nom en français, en guise de Deathcore. Les Rhone Deepers, c'est un régiment de tunneliers. Ils creusent vraiment en dessous des tranchées. Ils ont un petit peu un look qui est celui des forces britanniques dans la Première Guerre mondiale. Donc je pense que ça colle plutôt bien avec la Deathcore dont on va reparler juste après. On pourrait aller encore plus loin, représenter des régiments blindés qui apparaissent dans plusieurs romans des fantômes de Gaunt, et donc avoir une armée bien plus variée qu'on pourrait bien le penser en disant je joue une armée basée sur les fantômes de Gaunt. Mais pour aller au bout du rêve, ce qui serait absolument glorieux, ce serait de jouer quand même beaucoup d'infanterie légère et mettre les persos nommés qu'on a dans cette fameuse boîte de fantômes à leur poste naturel. Donc on aurait par exemple Gaunt en Countaz Leontus, mais on aurait Rhône ou Corbec en tant qu'officier, en tant que simple officier, j'ai envie de dire, d'une escouade de commandement. Et pour ça, on peut compter sur un Kickstarter récent que je vous recommande d'aller checker, qui a été fait par un Français par ailleurs, Monsieur Blackmo, qui a fait des fichiers 3D pour imprimer des figurines à l'effigie des fantômes de Gaunt qui sont assez cool et pour lesquels j'ai moi-même craqué. Bon allez, on va arrêter de faire durer le suspense pour tous les fans de Krieg qui sont chauffés à blanc depuis que je mentionne la Deathcore. Donc, vous le savez peut-être, sur Krieg, la planète Krieg, plus rien ne pousse, c'est un monde post-atomique où le feu nucléaire a anéanti toute forme de vie lors d'une guerre civile entre rebelles et loyalistes à l'ordre impérial. Des centaines d'années après cet affrontement, le nom de Krieg est pourtant encore bien connu. Il faut dire que pendant des siècles, ces petits filous de Krieg ont survécu sous terre en menant aussi des raids assez audacieux à la surface. Et puis, ça a permis à ces fameuses troupes loyalistes de poursuivre leur combat et de l'emporter pour redorer leur blason. Et quand l'Imperium est revenu sur cette planète, les Kriegers n'avaient rien d'autre à offrir à l'Imperium que leur population, et ils continuent d'offrir ces hommes et ces femmes et lèvent des dizaines de régiments pour la garde impériale. Ces régiments-là, ils sont entraînés à la surface irradiée de Krieg dans les restes de sa civilisation. Ces soldats sont endurcis par un culte du sacrifice qui les rend totalement étrangers à la valeur de la vie humaine. Ils rejoignent donc bien volontiers l'Astra Militarum et leurs commandants sont connus pour bien souvent demander à être déployés dans les pires zones de guerre.
Étant donné cette attitude et la disparition de toute forme de vie à la surface de Krieg, et certains se demandent comment cette planète peut encore fournir autant d'hommes à la garde impériale. Et des rumeurs persistantes veulent que l'Imperium ait offert une sorte de dérogation au peuple de Krieg pour qu'il puisse produire des enfants artificiellement, pour ainsi maintenir sa dette envers l'Imperium, payé en millions de soldats, tous aussi fanatiques les uns que les autres. Bon, je vous ai fait un joli tableau, mais c'est le moment de la plus grosse hot take de ce podcast parce que je vais vous dire que la Deathcore de Krieg c'est un petit peu surcoté. Bon, surtout à cause des mèmes dont j'ai déjà parlé dans un épisode consacré, donc je vais pas trop revenir sur les pelles, les gaz masques, etc. Mais vous avez compris l'idée, ces mèmes sont un petit peu énervants, même s'il faut quand même reconnaître qu'ils ont participé à faire connaître et à populariser donc la garde impériale au sein des différentes factions de Warhammer 40 000. Mais ce que je n'aime pas non plus chez les Kriegers, c'est que leur mélange d'influences, eh bien, il n'est pas tellement subtil. C'est une addition des références de la Première Guerre mondiale. Donc on a le nom Krieg, en allemand la guerre. Ils ont un look qui est à mi-chemin entre les forces britanniques, allemandes et françaises. Tiens, ça tombe bien. Bon, c'est quand même pas particulièrement original, même si c'est quand même beau, encore une fois, d'avoir vu tout ça se développer sous la glorieuse époque où Forge World nous offrait les volumes d'Imperial Armor. Et donc on apprenait plus sur les Kriegers, qu'ils soient issus des régiments de siège, de régiments blindés, de régiments de cavalerie. On avait vraiment toute une espèce de culture martiale qui nous était détaillée, et ça franchement, ça force quand même un petit peu le respect, ça m'emmerde de l'avouer, mais je dois être un minimum honnête. Et donc, c'est pas juste un régiment, c'est pas juste un morceau de fluff. Krieg, maintenant, c'est presque une sorte d'institution. Et je dois dire que c'est quand même un petit peu bizarre et ironique, puisque pendant longtemps, ça a surtout été l'armée de richissimes élitistes qui pouvaient se payer du Forge World à une époque où personne n'osait encore acheter de la résine. Mais bon, ça va mieux maintenant, encore une fois un contrepoint, grâce à la Kill Team de Krieger en plastique, qui par ailleurs a légèrement modifié leur design pour les éloigner un petit peu d'un look purement historique, mais peut-être un peu plus science-fiction maintenant. Donc voilà, je suis un petit peu partagé. Je vous ai dit surcoté en début d'argument, mais finalement vous voyez moi-même que j'arrive un petit peu à me convaincre sur le fait que les Kriegers sont quand même un petit peu cool. Et là aussi, l'armée de rêve qu'on pourrait faire à ces Kriegers, eh bien elle s'écrit un peu toute seule. On met de la tranchée, on met de l'artillerie et on se prend pas la tête. Des mortiers au basilisque en passant par les batteries, les références Forge World, franchement, on a de quoi faire. Et on a de quoi faire des listes entières sans trop se répéter, donc autant se faire plaisir. C'est pas tous les régiments qui peuvent proposer ce genre de diversité, mais on peut aussi facilement aller du côté de la force combinée, du coup, effectivement, avec bien des Lehman Russes qui pourraient avoir leur look de Krieg, puisque Forge World avait sorti des Lehman Russes spéciaux pour aller avec ces régiments-là, pour représenter les régiments blindés issus de cette planète. Ils ont cette queue de franchissement, c'est une sorte d'arc de cercle qu'on place à l'arrière des chars pour qu'ils puissent passer les tranchées, en tout cas à l'époque de la Première Guerre mondiale, et à un certain nombre d'équipements un peu spécifiques. Effectivement, ils sont fermés, ils sont hermétiques parce qu'ils résistent au monde, à l'hiver nucléaire de leur monde, etc. Mais voilà, on peut s'amuser à aller chercher ça, on peut aller faire des grenadiers qui sont en fait les troupes de choc de la Death Corps pour faire des Kuntas de Kazerkin, on peut représenter des tunneliers peut-être, plutôt que de jouer par exemple des Scions qui arriveraient en frappe en profondeur, on peut représenter des grenadiers par groupe de 5 qui pourraient en fait sortir de terre. Ça fonctionne exactement pareil d'un point de vue règle, ça change rien. Que la frappe soit en profondeur ou depuis les profondeurs, ça fonctionne. Donc je vous encourage à multiplier ces archétypes et obtenir une armée Death Corps qui va peut-être un petit peu plus loin que le simple spamming d'artillerie. On arrive doucement vers la fin, mais avant ça, je veux vous parler du monde barbare d'Attila. Alors, il est dit que sur Attila, là, on ne sait pas monter des fusils les yeux fermés, mais on sait monter à cheval avant même de marcher. C'est quand même plutôt pas mal. Et l'Imperium a en tout cas bien compris l'intérêt que pouvaient avoir les tribus nomades et divisées de ce monde proto-industriel, finalement plutôt anodin. Et donc, il y recrute des régiments de cavalerie d'élite qui sont connus pour leur férocité, mais aussi pour leur caractère sauvage. En effet, il paraît que les Attila n'ont plus peur de la douche que du feu ennemi, et qu'ils sont même capables de boire le sang de leur monture si le besoin s'en fait sentir pour se sustenter. Des types tout à fait charmants donc. Et néanmoins, je leur accorde la réputation de sous-cotés, car ils sont là depuis un petit moment, mais ils ont un temps injustement disparu, même si l'archétype du cavalier de la garde impériale était encore présent ça et là, notamment à travers les Death Riders de
Krieg. Ils méritent quand même d'être plus mis en avant, de reprendre la place qu'ils avaient depuis la V2, surtout qu'ils permettent encore une fois d'explorer des cultures auxquelles on est moins exposé, comme par exemple la culture Han et la culture mongole. Récemment à Nantes, il y avait une exposition autour de Genghis Khan que j'ai trouvé tout à fait fascinante et m'a donné envie de faire une armée Huascar ou une armée de Rough Riders d'Attila, de cavaliers d'Attila. Donc voilà, à l'heure de Warhammer 40 000, je trouve que c'est toujours plutôt cool de mélanger ces cultures-là et d'apprendre de vrais trucs, parce que par exemple, il me semble que l'anecdote du sang de cheval qui est utilisé par les cavaliers, elle est véridique et elle vient de la culture 1, si je dis pas de bêtises. Mais certains historiens me corrigeront peut-être. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est toujours amusant de retracer un petit peu ces influences culturelles et ensuite de les mettre en avant, de les explorer encore plus loin sous la forme d'armées. On en arrive donc à la section sur une armée de rêve. Là, avec les cavaliers d'Attila, les Attiliens, les Attilans, je ne sais pas comment on prononce en français, on a l'occasion claire de rendre l'armée centrée sur Léontus beaucoup plus crédible avec un Kuntas d'anthologie. Voilà, on a un mec à cheval, bah oui, ça a du sens pour cette armée, et on pourrait même reprendre le personnage du Mogul Kamir, qui a eu 2 incarnations, lui aussi comme Alrem, la V2 et la V5, étrangement. Là aussi, à l'époque, il n'avait pas de figurine officielle. D'ailleurs, il me semble qu'il n'en a jamais eu. Mais malgré tout, on pourrait s'amuser à le convertir, lui et ses nombreuses bioniques, parce que si je me souviens bien, il a un cheval mécanique, tout comme Léontus, il a un bras mécanique et il a un œil mécanique. Donc c'est un cavalier pas comme les autres et qui a beaucoup de classe. Donc je suis pour le retour de Mogul Kamir, comme je suis pour le retour de Yariq et de Alraem. Vous avez compris, je ramène tous les personnages disparus, ou presque. Donc voilà, une armée avec beaucoup de cavalerie, dans lequel on pourrait mettre en avant cette culture mongole, cette culture Han, mais peut-être aussi représenter d'autres régiments d'Attila. Est-ce que finalement ils ne fournissent que des cavaliers qui arrivent comme ça avec leurs lances? Peut-être qu'ils ont de l'artillerie tractée à cheval par exemple. Ça pourrait être sympa de représenter certaines unités un peu emblématiques de la garde impériale avec un twist attilien, sachant que la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que dans le kit de cavalier que j'ai pu faire, il y a énormément de têtes, donc ça permet d'avoir pas mal de rats pour faire, par exemple, je sais pas, des servants d'armes lourdes avec cette tête-là en partant des corps cadiens, au hasard. Je ne sais pas si ça fonctionne tout à fait, mais ça pourrait être une piste. Une autre serait d'aller du côté, encore une fois, de la gamme Hérésidorus, qui nous a fourni des gardes impériaux, on va dire, les ancêtres plutôt des gardes impériaux, mais qui nous offrent d'autres corps, d'autres silhouettes à même d'être convertis pour représenter au mieux certains régiments. Et je crois que j'ai vu récemment des cavaliers d'Attila qui n'étaient justement pas des cavaliers mais plutôt l'infanterie d'Attila avec ces fameux ancêtres de la garde impériale issus de la gamme Hérésidorus, mais des têtes d'Attila, donc le fameux couvre-chef typique qu'il porte, et ça avait franchement de la gueule. Donc encore une fois, autant y aller à fond. Et on va terminer dans les airs avec la planète Elysia, qui est placée sur une route d'échange warp de très grande importance, qui a fait d'elle un paradis pour les pirates, qu'ils soient humains, orques ou même Eldar. Du coup, pour se défendre, ce monde s'est doté de forces de défense planétaires particulièrement aguerries et entraînées au combat aérien et aux assauts éclairs. Après avoir servi dans ces fameuses FDP, souvenez-vous, n'y voyez pas d'insulte, les Élysiens rejoignent généralement un de leurs régiments parmi les rares régiments aéroportés de l'Imperium. Parce que oui, les parachutistes, ça demande une certaine logistique et ça tient assez mal une ligne de front, donc c'est pas forcément la priorité au sein de l'Imperium. C'est un peu comme l'infanterie mécanisée, d'ailleurs sur Armageddon on nous dit que les chimères sont produites localement, donc c'est l'occasion de les utiliser, mais on nous laisse entendre qu'il y a assez peu de régiments qui ont assez de moyens pour offrir à chacune de leurs escouades d'infanterie un véhicule attitré. Mais bon, c'est le cas chez les Élysiens qui eux se déplacent en Valkyrie, donc c'est cette espèce d'hybride entre avion et hélicoptère qui du coup se sont taillés une solide réputation, nos amis Élysiens, à l'aide d'opérations de parachutage décisives appuyées par des Taurus et des Sentinelles qui sont aéroportés. Au niveau de leur réputation, là je suis parti sur le sous-côté, car c'est un régiment qui est arrivé aux côtés d'autres plus connus, comme les Cadiens ou les Talarn, et celui qui deviendra la star absolue de la gamme de Forge World, la Death Korps. Il faut se dire qu'à l'époque, Forge World fournissait quand même beaucoup de contenu à la garde impériale et des figurines assez superbes, et je crois que parmi toutes celles qu'ils ont pu offrir,
ce sont vraiment les Élysiens qui sont un petit peu passés en dessous du radar. Alors bien sûr, je ne dis pas que personne ne les connaît ou que les joueurs de la garde impériale ne les aiment pas, c'est même plutôt le contraire, mais je pense qu'ils auraient encore beaucoup à offrir. Déjà de par leur look plus moderne. Ensuite, en termes de gameplay aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment la possibilité de créer une armée aéroportée avec l'index garde impériale. Et même une fois sur table, on a du mal à représenter eh bien, des parachutistes ou des mecs qui auraient des jetpacks et donc se déplaceraient rapidement. Et aussi, on pourrait dire que les Élysiens ont plus à offrir de par leurs influences françaises. Et alors, il y a pas mal de régiments qu'on pourrait dire d'influence française, peut-être les Mordians, peut-être la Defcor, bien sûr. Mais je crois vraiment que ce sont chez les Élysiens qu'on trouve pas mal d'indices. Bon, déjà, ils s'appellent les Élysiens ou les Elysian Drop Troops. Alors, bien sûr, c'est pas forcément synonyme des Champs-Élysées à Paris, en France, mais quand même. Ils portent un fusil laser qui ressemble comme deux gouttes d'eau au FAMAS, donc l'ancienne arme de dotation de l'armée française. Ce sont aussi des troupes aéroportées, et il se trouve que la France a été assez rapidement portée sur la chose, eh bien, soit pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Britanniques, soit par la suite en déployant notamment par exemple en Indochine. Donc il y a quand même pas mal de petits indices comme ça et là, qui nous laissent à penser qu'ils pourraient être inspirés de notre histoire militaire française, ce que je trouve plutôt cool en étant un petit peu chauvin. Et bien du coup, au niveau de l'armée de rêve, c'est là qu'on se dit qu'on a du mal à l'imaginer, parce que les outils de jeu qu'on a à notre disposition sont finalement assez peu nombreux. On ne peut pas trop faire de frappe en profondeur avec la garde impériale, en dehors des Scions, mais on peut imaginer de l'infanterie qui est transportée par des Valkyries. Malheureusement, on a le droit de jouer qu'un maximum de 3 Valkyries, donc on n'aura jamais que 30 bonhommes dans des avions. Alors comment on fait pour représenter nos amis les forces élyséennes? Eh bien peut-être avec d'autres avions. Donc là, on investit largement dans du Forge World et parfois du Forge World qui n'est plus disponible sur le site de Games Workshop. Donc ça va nous coûter cher, mais ça pourrait être sympa. Et puis si on veut aller vers un style d'armée plus moderne et aussi plus française, on pourrait convertir pas mal de chars en véhicules à roues. Il y a beaucoup de kits de conversion qui existent de ce côté-là sur Internet et des gens qui créent aussi leurs propres véhicules, leurs variantes de Lehman russe, mais qui fonctionnent non pas avec des chenilles et avec des roues. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Allez jeter un œil à tout ça sur Internet. Et du coup, qui sait, peut-être qu'on aurait à la fin des fins un régiment plutôt sympa d'Élysiens. Mais une version peut-être plus faisable de ce même archétype de troupes aéroportées serait d'aller chercher un autre régiment aéroporté de la garde impériale, les faucons de guerre araconiens ou Araconi ou Warhawks, qui eux sont peut-être plus proches du Kazerkin, déjà en termes de look, les représentations qu'on a d'eux c'est clairement des Kazerkin avec un jetpack, et donc à ce moment-là on a 3 Valkyries, 3 Kazerkin, 30 Kazerkin en tout déployés par des Valkyries, ça a quand même de la gueule, et donc on a une armée un petit peu plus élite, peut-être même un petit peu plus faisable, donc kit plastique pour représenter ce fameux archétype de parachutiste qui manque un petit peu à la garde impériale, mais qui pourrait revenir bientôt si j'en crois les teasers de Kill Team. Et là, vous allez voir que c'est très rapidement qu'on va avoir notre réponse, puisque si vous écoutez ce podcast le jour de la sortie, je crois que les reveals de cette fameuse Kill Team aéroportée tombent demain. Donc voilà, et si vous m'écoutez dans le futur, vous savez peut-être que les Élysiens sont revenus ou que les Scions ont obtenu une nouvelle unité qui leur permet d'utiliser des jetpacks. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Seul l'empereur peut nous le dire. Et j'avais dit qu'on arrivait vers la fin, mais puisque je commence à citer des régiments toujours plus pointus comme les Warhawks, je me suis dit que je ne pouvais pas vous quitter sans quelques mentions honorables qui pourraient faire de superbes armées, en plus de vous montrer à quel point les régiments de la garde impériale, encore une fois, peuvent être variés. Alors il y a tout d'abord les Maccabians, j'espère que je prononce bien, Janissaries, ou les janissaires maccabéens, donc qui sont tirés du jeu de rôle Only War. Donc eux n'ont pas été traités dans des publications de Games Workshop officielles, entre guillemets, je veux dire pour Warhammer 40 000, mais plutôt pour un JDR basé sur l'univers de Warhammer 40 000, certes officiel, sous licence, etc. Mais du coup, les gens qui jouent à des JDR souvent les connaissent, et les fans de la guerre impériale les connaissent aussi pour être un régiment d'élite recruté parmi les milices de Maccabeus Quintus, un monde chapelle ou Shrine Ward en anglais. Sur ce monde, il n'y a rien qui pousse, encore une fois, si ce n'est la foi, et en abondance, puisque ce sont parmi les dévots pèlerins de ce monde que le régiment trouve tous ses combattants. Eux embarquent alors pour une autre forme de pèlerinage,
au-delà des étoiles pour répandre la foi impériale. Et pour le faire, ils sont bien équipés, très bien équipés, à l'image des Vostroyens. On les reconnaît notamment par leur masque d'argent à l'effigie de leur saint patron, Drusus. C'est un ancien général qui a été canonisé par l'Église impériale. C'est donc une sorte de masque mortuaire qui les rend immédiatement reconnaissables. C'est intéressant ce régiment parce que ça joue sur un côté fanatique qu'on a finalement assez peu parmi la garde impériale. Alors sans doute par rapport à ce détail de fluff qui interdit à l'Église impériale de lever des armées d'hommes en armes, et c'est pour ça qu'ils ont des femmes en armes, les adeptas sororitas. Mais du coup, malgré tout, on se dit, il y a beaucoup de régiments qui sont censés être des durs à cause de l'environnement ou de leur trahison ou que sais-je, mais pas forcément à cause de leur foi, si ce n'est ces fameux janissaires que je trouve du coup plutôt stylés. Ils ont aussi beaucoup d'illustrations puisqu'ils sont basés sur des livres de JDR, donc on a des représentations officielles et on peut assez facilement, puisqu'ils ont des longs manteaux, imaginer les représenter en utilisant le kit de Deathcore, mais en enlevant le tête, en la remplaçant par un masque mortuaire, peut-être de la gamme Stormcast, ou peut-être de l'impression 3D, ou peut-être même qu'il y a des gens qui se sont amusés à créer des têtes spécifiques qui iraient sur ces corps-là. Ça se tient, puisque les fans de la garde impériale, vous le savez, sont pleins de ressources. En tout cas, si vous ne connaissez pas ces janissaires, j'espère vous avoir appris l'existence d'un régiment de dévots plutôt intéressant. On va ensuite parler des Salvar Chemdogs, qui sont peut-être un de mes régiments préférés, même si je ne les avais pas mentionnés jusqu'ici. C'est un régiment qui est issu des légions pénales, donc en fait ce sont des criminels de guerre qui sont regroupés sur la planète de Salvar pour former des régiments. Et globalement, les légions pénales, on y a eu accès dans les codex de la garde impériale pendant un certain temps, mais ça fait quand même un bon moment qu'ils ont disparu, et je trouve que c'est dommage. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai remarqué en travaillant sur ce podcast que ça fait déjà un moment qu'on n'a plus vraiment accès à la chiourme comme les cadets par exemple, qui étaient des gardes impériaux juniors tout juste bons à atteindre des objectifs, ou aux légionnaires pénaux. Est-ce que c'est un moyen pour Games Workshop de rendre l'armée garde impériale moins populeuse? Peut-être, mais je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait être un bon moyen d'équilibrer le jeu, notamment par rapport à ces fameuses mécaniques de renfort. Vous savez qu'on a aujourd'hui, on peut ramener une escouade de la garde impériale, et à l'époque de la V10, on peut les jouer par 20, donc parfois c'est un peu frustrant pour l'adversaire parce que ces escouades, elles peuvent faire la différence, surtout quand on leur donne des ordres ou qu'elles ont des équipements un peu balèzes comme ceux de la Deathcore. Peut-être qu'un moyen de résoudre ce problème, ce serait de ramener au sein des 10 gardes impériales des légionnaires pénaux qui, eux, n'ont que des fusils laser à se mettre sous la dent, par exemple, ou même des cadets qui pourraient avoir l'équipement, mais une très mauvaise capacité de tir, par exemple. Donc bref, c'est là une petite parenthèse que je referme, mais pour revenir sur les Chemdogs, il faut savoir que ce sont nos bâtards suprêmes, mais très efficaces, et qui sont rémunérés en réduction de peine, un peu à la manière de la Suicide Squad si vous avez lu les comics ou vu un des deux films sur cette équipe-là. Et en plus de leur réduction de peine, ils peuvent aussi voler tout ce qu'ils veulent sur le terrain, tout ce qu'ils trouvent. Donc ça peut être du matos abandonné, le matos du régiment d'en face, de la technologie Xenos, vraiment tout. Et finalement, les Chemdogs s'accommodent plutôt bien à ce mode de vie de soldats et de pillards. On les reconnaît souvent à des longs manteaux, généralement dans des couleurs brunes. Et ils ont aussi des masques à gaz bien particuliers qui sont censés un peu filtrer les différents environnements, puisqu'ils sont déployés dans des environnements vraiment dégueulasses, là où on se dit vraiment que même le pire régiment de la garde impériale n'a pas vraiment le droit d'aller, parce que ça serait un peu con de le perdre. Donc voilà, ils ont ça, mais peut-être qu'ils filtrent quelques drogues de combat dedans. Et puis, il y a certaines illustrations qui les voient équipés de kilt ou de tartan. Donc, ça leur donne vraiment un look un peu unique et starbé. En plus, ils ont souvent la peau un peu maladive, un peu à la manière du Ginster Cult, qui peut être carrément une gamme vers laquelle lorgner pour les représenter sur table. Il y a pas mal de conversions qui ont été faites par plusieurs joueurs Garde Impériale dans ce sens-là. Donc, allez checker ça. Mais effectivement, gros kiff pour moi, les Salvar Chemdogs, parce qu'une manière de représenter les légions pénales sans forcément les dépeindre avec cette espèce de, vous savez, de jumpsuit de prisonnier américain orange. Donc je trouve que c'est quand même un petit peu plus créatif en termes de référence et de potentiel modélistique. Et puis franchement, ça me fait plaisir ce concept de légion pénale qui a effectivement, comme je vous le disais, un petit peu disparu malgré
quelques pourtant personnages emblématiques, hein. Je pense notamment aux têtes brûlées du colonel Schaeffer, qui était du coup tiré d'un roman de Gav Thorpe, mais qui avait eu le droit à leur propre boîte de figurines en métal, où on a chaque personnage est issu d'un look, d'un monde, d'un archétype différent. C'est assez rigolo, c'est un mélange vraiment façon l'agence touriste quoi. Mais c'est un petit peu disparu ça de la garde impériale, et je trouve que c'est dommage. Peut-être que les Camp Dogs, ce serait un moyen de ramener des légions pénales sous une forme peut-être un peu plus compatible avec le Warhammer 40 000 d'aujourd'hui. Et on va terminer avec la discipline, et la discipline de fer, mesdames et messieurs, puisque je voulais vous parler de la Terrax Guard, les gardes de Terrax, un régiment d'élite, encore un, qui est levé sur Terrax, pas de surprise, un monde contrôlé par la Schola Progenium. Alors là, il se passe quelque chose, parce que si vous vous souvenez de l'épisode 37, vous savez que la Schola Progenium, eh bien, elle forme les commissaires et les Tempestus Scions. Mais aussi, spécifiquement, sur ce monde, et depuis une école qu'on appelle la Schola Exubitos, eh ben, des régiments si disciplinés qu'on pourrait les comparer à des régiments entiers de commissaires. Et donc, vous me voyez venir, avec les bonnes têtes à képi, on peut se faire un régiment d'anthologie. C'est en tout cas ce que j'ai envie de faire depuis le codex 3.5 de la V3, qui à ma connaissance c'est à peu près la seule apparition qu'ils ont pu avoir au sein de l'histoire de Warhammer 40 000. Je me souviens encore de ce petit dessin, de ce petit encart de texte où on voyait effectivement ce qui ressemblait à un commissaire, manteau, képi, etc. mais équipé avec son sac à dos, son fusil laser, et je trouvais que ça avait un look assez incroyable. Et je sais que parmi les joueurs de la garde impériale, ou parmi les gens qui lorgnent un petit peu sur cette gamme-là, beaucoup aiment les commissaires, parce qu'il y a le côté effectivement parodique, satirique du gars qui tire dans le dos de ses unités qui battent en retraite face aux horreurs de Warhammer 40 000, ce qui, il faut bien le dire, est plutôt légitime. Mais voilà, on peut s'imaginer aller encore plus loin que jouer beaucoup de commissaires, et jouer tout un régiment en fait de commissaires. Alors ce serait surtout dans le look, mais je me dis que ça pourrait vraiment avoir de la gueule, peut-être en partant des vieilles figurines Mordian mais peintes en noir, ou peut-être tout simplement en allant chercher effectivement des beaux képis de commissaires et en les mettant sur chacun de nos hommes. Il doit avoir des têtes qui vont dans ce sens-là sur les réseaux sociaux, sur les sites d'impression 3D, etc., etc. Voilà donc pour ce tour des différents régiments de la garde impériale qui ont ma préférence ou pas, mais toujours quand même un petit peu, vous l'aurez compris, je les aime tous malgré mes critiques. J'espère que ce complément à l'épisode précédent vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum d'étoiles sur les outils qui vous le permettent, comme par exemple Apple Podcast, de nous mettre un petit like, un petit commentaire par-ci par-là sur les réseaux sociaux, peut-être de nous rejoindre sur Discord, ou même de nous faire un don qui soit ponctuel ou régulier sur Tipeee. Et puis si vous avez envie de ce genre d'analyse passionnée, eh bien vous pouvez toujours retrouver notre livre Dans les méandres de Warhammer 40 000, Sculpter la guerre, disponible chez Ferd Éditions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne fin d'été, et on se retrouve à la rentrée pour pas mal de petites surprises. Ciao! Bonus. Trax.